démarre pas, je peux attendre encore, on pourra attendre un petit moment. Donc du coup, l'objectif du meeting, c'est effectivement de présenter notre liste, le programme du parti pour les européennes. Donc il va se dérouler effectivement en 4 parties. Donc moi, je vais vous présenter rapidement la liste, le programme, puis les intervenants, et après je laisserai la parole aux différents intervenants qu'on pourra remercier par la suite. Donc la liste pour l'Europe des gens contre l'Europe de l'argent, conduite par Yann Brossat, est la liste du monde du travail. Elle est composée d'actrices et d'acteurs des luttes, des mouvements sociaux, des mobilisations citoyennes, de l'engagement associatif, avec 2 députés européens communistes sortants, Patrick Le Yarrick et Marie-Pierre Vieux. Elle porte l'ambition d'élire la première ouvrière qui ira siéger à Strasbourg, en la personne de Marie-Hélène Bourlard. Notre liste est composée à 50% d'ouvriers et d'employés. La liste est présentée par le PCF avec le soutien de République et Socialisme, du Parti communiste martiniquais et du Parti communiste réunionnais. Notre liste porte une opposition et une alternative résolue à la politique d'Emmanuel Macron. Sa politique est une véritable politique de casse sociale, de remise en cause frontale des conquêtes sociales du monde du travail depuis le Front populaire. Sa politique est un danger pour l'avenir de la planète. Sa politique autoritaire risque de remettre en cause les principes républicains et les libertés fondamentales qui sont le socle de notre pays. Sa politique remet en cause la place de la France dans le monde. Nous luttons pied à pied contre cette politique et pour une véritable alternative sociale et écologique, pour des politiques en faveur du plus grand nombre. Emmanuel Macron rêve d'être le sauveur de l'Europe néolibérale. Nous battons pour une Europe sociale et écologique. Notre liste se situe dans le prolongement des combats contre les projets d'intégration capitaliste néolibérale européenne portés par le PCF depuis les débuts de cette constitution européenne. Le PCF est le seul parti représenté sans discontinuité, à la fois dans les 2 chambres du Parlement français et au Parlement européen, à s'être opposé sans compromis à l'ensemble des traités européens. Le PCF a été le moteur des campagnes du non de gauche au traité de Maastricht en 1992 et au traité constitutionnel européen en 2005. Cette opposition au projet néolibéral des classes dirigeantes européennes d'une Europe de la guerre antisociale interne et externe est indissociable d'un autre combat, celui pour un autre projet européen, d'une union des peuples et des nations libres, souverains et associés pour coopérer. Ce projet, porté aujourd'hui par la liste pour l'Europe des gens contre l'Europe de l'argent, fera élire des députés européens qui porteront les exigences de respect de la souveraineté des peuples et des nations, et celles de justice sociale, de justice fiscale, de lutte pour la sécurité de l'emploi et la formation, le climat, la démocratie, les droits, l'émancipation humaine et la paix partout en Europe et dans le monde. Les mouvements pour les salaires, pour les retraites, pour les services publics en Allemagne et en Belgique, les mouvements contre les effets de la privatisation des ports, la grève européenne de Ryanair, les mouvements pour les droits des femmes en Irlande, en Pologne, en Espagne, sont des points d'appui. La formidable mobilisation de la jeunesse européenne sur le climat l'est également. L'aspiration à la justice fiscale, à la justice sociale, au renforcement de la démocratie en France à travers le mouvement des Gilets jaunes et d'autres mouvements sociaux sont non seulement des points d'appui, mais posent également la question d'exigence des contenus. Notre liste porte ces exigences. Donc, je vais vous présenter maintenant les 12 propositions pour la France et pour l'Europe, autour desquelles s'articule notre programme. Un travail qui paye, un salaire minimum européen établi dans chaque pays et à au moins 60% du salaire moyen, et la mise en place d'une clause de non-régression sociale. Un État membre pourra s'opposer à toute décision de l'Union européenne qui conduit à dégrader nos conditions de vie. Agir pour l'emploi, la relocalisation de nos productions par une clause de proximité dans tous les marchés publics. Égalité complète entre travailleurs détachés et locaux avec un haut niveau de protection sociale. Création d'une sécurité sociale professionnelle européenne par une directive cadre. Mise en place d'un moratoire sur les libéralisations de services publics et la création d'un fonds pour le progrès social et écologique et le développement de services publics financés par la Banque centrale européenne. Agir pour le climat, doubler la part de transport par fret ferroviaire en Europe et mettre en œuvre un plan européen de rénovation énergétique des logements. La refonte totale de la politique agricole commune
pour assurer des revenus décents aux agriculteurs, relocaliser les productions, harmoniser les normes environnementales vers le haut et garantir la souveraineté et la sécurité alimentaire. Agir pour l'interdiction de l'évasion fiscale, mettre en place le prélèvement à la source des multinationales avec un taux minimal d'imposition des profits à 20% et diviser par 3 le salaire du président de la Commission européenne. Refuser de soumettre le budget de la France à la Commission européenne et organiser un processus citoyen pour élaborer un nouveau traité européen. Couper les liens entre les institutions européennes et les lobbies des multinationales. Un commissaire européen ou un député européen n'aura pas le droit d'exercer une fonction de direction dans une banque ou une multinationale pendant les 7 ans qui suivent son mandat. Une clause de l'européenne la plus favorisée. Les droits les plus élevés en matière d'égalité femmes-hommes doivent bénéficier à tous les peuples européens. Cela doit également être la règle pour les droits des personnes LGBTI. Il nous faut aussi organiser urgemment un accueil digne et solidaire des migrants. Il faut aussi la sortie de la France de l'OTAN et l'engagement de négociations avec les États pour qu'ils ratifient le traité de désarmement nucléaire adopté à l'ONU en 2017. La fin des négociations et ratifications en cours des accords de libre-échange, CETA, JEFTA, Traité Europe-États-Unis, et une politique de coopération internationale et d'investissement dans l'élévation des conditions sociales, sous contrôle des travailleurs de l'UE et des pays concernés. Donc pour vous présenter plus avant l'intérêt de voter pour notre liste, j'ai le plaisir d'accueillir les intervenants qui m'accompagnent. Donc Marie-Christine qui a été élue depuis le 7 juin 2009 députée européenne dans le cadre du Front de gauche. Donc Marie-Christine, ce que je propose, c'est que tu nous présentes un petit peu le fonctionnement des institutions européennes, le bilan de ton action en tant que députée et l'importance aussi peut-être d'avoir des députés européens de gauche et progressistes. Ensuite, Jean Mouzat, qui est agriculteur, président du MODEF, élu à l'agglomération de Tulle, maire de Chantex. Et je propose que Jean nous expose les questions de ruralité et d'agriculture. Et enfin, Cécile Kuckerman, professeure d'histoire-géographie, conseillère régionale, sénatrice et porte-parole du Parti communiste. L'intervention de Cécile portera sur notre campagne et la mobilisation autour de notre liste. Voilà, je vous remercie de votre attention et je donne la parole à Marie-Christine pour la première partie. Bonjour à tous et à toutes, ceux que je n'ai pas croisés. Comme vous le savez sans doute, j'ai décidé de ne pas me représenter et je suis très fière de vous avoir représenté pendant 10 ans. Et je voudrais tout d'abord vous remercier. Vous remercier pour les 10 ans passés avec vous et parce que je n'aurais pas pu accomplir ces 10 ans de mandat sans vous, sans votre soutien, sans les allers-retours faits entre la circonscription et le Parlement européen. J'espère vous avoir expliqué un petit peu quand même au cours de ces 10 ans à quoi pouvait servir un parlementaire européen qui faisait son travail au Parlement européen, ou une parlementaire européenne qui faisait son travail au Parlement européen. Le Parlement européen est un endroit où il y a beaucoup de femmes, il y a 37% de femmes, et comme j'ai mauvais esprit, j'ai tendance à considérer que quand on regarde ceux qui travaillent véritablement, nous sommes majoritaires. C'est parce que j'ai très mauvais esprit. En tout cas, au groupe de la gauche unitaire européenne, gauche verte nordique, dans laquelle j'ai l'honneur de siéger, groupe qui a été en grande partie fondé par notre ami Francis Wurtz, à qui je dois beaucoup. On est un groupe paritaire. On est 52 membres, 26 hommes, 26 femmes. Alors, c'est pas tout à fait volontaire, mais ça prouve quand même que les différents partis qui ont envoyé des députés au Parlement européen, qui se sont reconnus dans la gauche européenne, avaient une volonté de promouvoir des femmes, et c'est très important, me semble-t-il. Et nous sommes le seul groupe présidé par une femme, Gabi Zimmer, qui est donc députée allemande de Die Linke. Donc la question c'est à quoi sert un parlementaire européen, à quoi sert le Parlement européen.
j'ai tendance à dire, moi, en permanence, que je n'aime pas cette formule qui consiste à dire c'est la faute à Bruxelles. Pourquoi je n'aime pas cette formule c'est la faute à Bruxelles? Parce qu'elle dédouane les politiques. Bruxelles, c'est la capitale de la Belgique, c'est le siège des institutions européennes, certes, mais à Bruxelles, ce ne sont pas les technocrates qui décident. Les commissaires européens ne sont pas des technocrates. Ce sont des politiques qui sont désignés par leurs États membres et validés par la majorité du Parlement européen. Ce sont des anciens premiers ministres, des anciens parlementaires européens, des anciens parlementaires nationaux, des anciens ministres. Donc je crois que c'est une mauvaise façon de prendre les choses en disant c'est des technocrates, c'est les autres qui décident. Alors ça dédouane par rapport aux responsabilités et essentiellement de nos États. Parce que nos États ont une lourde responsabilité dans les politiques européennes. Un texte européen, un texte législatif européen, c'est certes une proposition de la Commission européenne, mais c'est une proposition de la Commission européenne qui est votée dans les mêmes termes par le Parlement européen et par le Conseil des États membres. Il faut que nous nous mettions complètement d'accord. Il n'y a aucun organisme qui prédomine l'un sur l'autre. On a, je pense ici, tous été des adversaires du traité constitutionnel et donc du traité de Lisbonne, mais en même temps, il faut reconnaître que le traité de Lisbonne a renforcé les pouvoirs du Parlement européen. Le Parlement européen est co-législateur sur toutes les législations internes. Co-législateur, c'est le mécanisme que je viens de vous expliquer. Et curieusement, au fur et à mesure que le pouvoir du Parlement européen se renforce, le pouvoir du Conseil s'est aussi renforcé. Et aujourd'hui, beaucoup de législations sont bloquées parce que le Conseil refuse de légiférer. C'est le cas notamment sur la question des réfugiés et des demandeurs d'asile. Il y a 7 textes aujourd'hui qui ont été votés par une majorité de 5 groupes politiques au Parlement européen. C'est quand même pas rien, 5 groupes politiques. Ça va de la gauche européenne, dans lequel j'ai l'honneur de siéger, jusqu'au Parti populaire européen des Républicains. Alors je ne vous dis pas que c'est les textes que nous aurions voulu, mais c'est des textes qui améliorent la situation par rapport à aujourd'hui. C'est des textes qui permettent plus de solidarité entre les États membres. Le Conseil n'en a pas voulu. Les États membres n'en ont pas voulu. Pas plus le groupe de Visegrad que M. Macron. Il y a une espèce d'unanimité au sein du Conseil par rapport à ces législations. Et la France, je ne m'étendrai pas sur ces sujets-là parce que je pense qu'il vaut mieux que je parle du fonctionnement institutionnel, mais la France, par exemple, est un des pires pays en ce qui concerne l'accueil des réfugiés. C'est un des sujets sur lesquels moi j'ai beaucoup travaillé. Le rapport, je ne parle pas des demandeurs d'asile, parce que nos responsables ont tendance à parler d'abord des demandeurs d'asile. La question, ce n'est pas les demandeurs d'asile, c'est ceux à qui on accorde la protection internationale, ceux qui obtiennent le statut de réfugié. En France, c'est désormais moins de 30%. En moyenne européenne, c'est au-dessus de 60%. Si on prend la comparaison entre la France et l'Allemagne, qui sont quand même 2 pays à peu près en situation analogue, même si l'Allemagne est un petit peu devant en termes de richesse et en termes de population, le rapport est de 1 à 10. L'Allemagne a accueilli 10 fois plus de réfugiés que la France. 10 fois plus. Ça veut dire 100 000 pour la France, 1 million pour l'Allemagne. 60% des réfugiés dans l'Union européenne ont été accueillis en Allemagne. On peut penser ce qu'on veut de l'Allemagne. Mais on ne peut pas dire que c'est juste pour des raisons économiques. Ça, c'est pas possible. Il y a eu une responsabilité de Mme Merkel qui s'est engagée. Elle le paye d'ailleurs. Elle le paye aujourd'hui. Elle le payerait moins s'il y avait eu de la solidarité européenne. Comme nous n'aurions pas la situation en Italie s'il y avait eu de la solidarité européenne par rapport à l'Italie. Et je me rappelle, je suppose peut-être que vous vous en rappelez, qu'au moment où Mme Merkel a ouvert les frontières allemandes aux réfugiés, un certain Manuel Valls, alors Premier ministre français, par ailleurs immigré, espagnol, il vient d'en retourner en Espagne, on s'en félicite. Ce monsieur qui était Premier ministre de la France a été à Munich, en Allemagne, pour dire à Mme Merkel qu'elle avait tort de faire cette politique. Comme aujourd'hui, M. Castaner a été en Italie, aux côtés de M. Salvini, dire que les ONG étaient complices des trafiquants. Quand on fait ça,
on fait le jeu de l'extrême droite. Hein, et on n'essaye pas de se prétendre la renaissance par rapport aux politiques européennes. C'est totalement faux, c'est une mascarade. Et j'ai tendance à considérer, à dire, avec d'autres d'ailleurs, que ces deux politiques ne sont que les deux côtés de la même médaille. Ils sont néolibéraux sur le plan économique et autoritaires sur le plan des libertés publiques. Il suffit de regarder ce qui se passe en France avec les manifestations ces derniers jours pour savoir qu'en matière d'autoritarisme, la France est extrêmement bien placée. Je reviens sur la question des moyens du Parlement européen et de ce que l'on peut faire au Parlement européen. Je ne vais pas vous faire un cours de droit constitutionnel, je vais juste vous rappeler un certain nombre de choses et un certain nombre de batailles. Ce que l'on a du mal à comprendre quand on est français et qu'on regarde le fonctionnement du Parlement européen, qui n'a rien à voir avec le fonctionnement du Parlement français, c'est qu'il n'y a pas de majorité constituée à l'intérieur du Parlement européen. Chaque texte est l'occasion d'une bataille entre groupes politiques. Aucun groupe politique n'a la majorité à lui seul au Parlement européen. Le Parti populaire européen, dans lequel siègent les Républicains, peut effectivement constituer un bloc avec les sociodémocrates. Ils ont environ chacun 200 parlementaires. Nous sommes 750 actuellement. 705 si Brexit il y a, mais pour le moment, on est toujours dans l'expectative. Donc, à eux deux, ils forment effectivement une majorité. Mais ils ne sont pas toujours d'accord entre eux sur un certain nombre de politiques. Et à ce moment-là, nous avons des marges de manœuvre pour batailler, et nous avons réussi à le faire un certain nombre de fois. Je vais vous donner quelques exemples. Nous avons, par exemple, bataillé, ça c'était avant mon arrivée, mais c'est un des grands exemples de Francis Wurtz, donc je le recite avec lui, rejeter la question du statut des dockers. Une majorité de parlementaires européens a rejeté le nouveau statut des dockers, très libéral, qui était proposé. Nous avons, ça a été un des premiers actes du Parlement européen quand j'y suis arrivée en 2010, si ma mémoire est bonne, rejeter le traité ACTA sur la question des droits de propriété, intellectuelle. C'est la première fois que le Parlement européen se prononçait sur un accord international, à tel point que la Commission et le Conseil ont été tellement sidérés de la façon dont le Parlement européen a rejeté ce texte que maintenant il passe par la petite porte pour faire passer les accords internationaux. C'est ce qui a été fait avec l'accord UE-Turquie. On a dit que ce n'était pas un accord international, mais juste un agreement, une décision qui fait que ça n'a pas été soumis au vote du Parlement européen. Et un des problèmes de la situation actuelle dans les institutions européennes, c'est qu'on éjecte, si je puis dire, le Parlement européen de nombre de décisions. Et je crois que les citoyens européens ont intérêt à faire attention à cela, parce que le Parlement européen, c'est la seule institution qui est directement élue par les citoyens européens. Et dans ce cadre-là, c'est important de soutenir l'action des parlementaires au Parlement européen. Je vais, dans le même cadre, le paquet ferroviaire n'a été accepté, celui qui est en train d'être mis, le quatrième, celui qui est en train d'être mis en place aujourd'hui, n'a été accepté que de 24 petites voix. 24 sur plus de 700 parlementaires. Donc ça veut dire qu'il y avait quelque chose qui était possible si on avait créé encore plus de dynamique. Même chose sur l'harmonisation des systèmes de sécurité sociale, c'est un des derniers votes du Parlement européen, il a été rejeté à 10 voix. À 10 voix, on a rejeté le système d'harmonisation. Enfin, la majorité du Parlement européen a rejeté le système d'harmonisation de la sécurité sociale. Et dans les choses dont je suis le plus fière au Parlement européen, c'est que j'ai fait adopter un rapport qui s'appelle Migration et droits de l'homme dans les pays tiers de l'Union européenne, que j'ai fait adopter avec 6 voix de majorité. Bien sûr, ce texte, ce n'est pas celui que j'aurais voulu proposer. Si j'avais été toute seule à écrire, mais au Parlement européen, on est obligé de discuter avec tous les groupes quasiment ligne par ligne. Donc il y a quelques paragraphes que j'aurais préféré ne pas voir dans ce texte. Mais l'immense majorité de ce texte, c'est moi qui l'ai impulsé, et je suis très fière que ça puisse servir. Ça a été en octobre 2016, il est toujours d'actualité. Je crois que dans les batailles aussi, c'est pour illustrer de façon un peu plus les batailles dont je suis
sur le plus fier d'avoir travaillé, sur les questions internationales, parce que je me suis beaucoup investie sur la question internationale. Il y a la question kurde. J'ai notamment réussi à faire inscrire à l'ordre du jour un débat au mois de décembre dernier sur la situation de Selahattin Demirtas, le président du HDP qui est actuellement en prison. Il y a la question de la Tunisie, puisque depuis le début de mon mandat, j'ai bataillé sur la question de la Tunisie et j'étais sous le gouvernement de Ben Ali, erreur 404, comme on dit, c'est-à-dire que mon site n'était pas accessible en Tunisie jusqu'en 2011. À partir de 2011, les choses se sont rétablies. Et une des dernières batailles que j'ai menées, c'est pour permettre aux militants du RIF de venir au Parlement européen en étant finaliste du prix Sakharov pour les droits de l'homme. Et c'est la seule occasion que nous avons eue de pouvoir parler de la question du Maroc dans les enceintes du Parlement européen, parce qu'on parle de lobbying, on parle des banques, mais il y a aussi des pays qui sont très forts en matière de lobbying, et le Maroc fait partie de ces pays-là. Peut-être aussi un mot sur ces fameux lobbying. Je parle devant Cécile, donc je pense qu'elle va pouvoir me confirmer ce que je vais dire. Les lobbies, ils existent aussi en France. Les industriels, les banquiers, ils font aussi pression sur les parlementaires français. Mais je pense que Cécile comme moi, on n'a pas trop de problèmes avec eux, en général, parce qu'ils ne viennent pas frapper à notre porte. Ils savent que ce n'est pas la peine. Donc le lobby, c'est une question de relation avec les uns et les autres, et ça fait partie de la vie politique, quelque part. C'est pas nouveau. Les banquiers, les industriels, les patrons en général, ont toujours fait pression sur les parlementaires. Et ils ne font pas plus pression sur les parlementaires européens que sur les parlementaires français, qu'on arrête avec ça, parce qu'avec ça, on donne à voir aux citoyens français, aux citoyens européens, que le Parlement européen ne sert à rien et qu'il n'y a pas de marge de manœuvre, puisque c'est les lobbyistes qui gouvernent. Qu'est-ce que je peux vous dire encore si je vais pour terminer, parce que je pense que j'ai déjà parlé un certain temps, je vais vous donner deux anecdotes pour illustrer l'utilité d'aller voter que vous pourrez utiliser pendant la campagne. L'autre jour, j'étais à un meeting en Seine-Saint-Denis et j'ai un camarade qui vient me voir et qui m'explique la chose suivante. Il me dit, tu sais Marie-Christine, j'ai des gens qui viennent me voir et qui ne savent pas pour qui voter. Et je leur dis, votez communiste parce que vous allez renforcer le rapport droite-gauche au Parlement européen. Si vous votez France Insoumise ou Parti Socialiste, vous allez peut-être assurer le 7e, le 8e député de ces listes au Parlement. Si vous votez communiste, vous allez faire rentrer 4 nouveaux parlementaires. Donc le rapport de force de la gauche au sein du Parlement européen sera plus fort et je trouve que c'est un excellent argument. La deuxième anecdote que je voulais vous raconter, c'est une anecdote que j'ai vécue en 2009. 3 jours avant les élections européennes, j'étais à Lyon pour le meeting de clôture. Marie-Georges Buffet, qui m'accompagnait, était contactée par France 3, qui lui a proposé de faire l'interview du soir pour le meeting. Marie-Georges a dit, on est 3 jours avant les élections, c'est à notre tête de liste qu'il faut demander, qu'il faut interviewer. Le journaliste m'a dit, c'est pas trop dur, madame, de faire une campagne quand on est sûr de ne pas être élu. Nous étions alors, écoutez bien, 3 jours avant les élections, nous étions alors dans les sondages à 3,5%. Donc je vous dis, mes chers camarades, ne renoncez pas. Chaque voix compte. Chaque voix va compter. En 2009, comme en 2014, comme en 2019, il y a encore 3 semaines pour faire campagne et j'espère bien que la relève sera assurée par mes camarades communistes au Parlement européen. Voilà, mesdames et messieurs, merci d'avoir répondu à l'invitation de cette belle section ici à Morgonvilliers pour venir faire, au travers de cette journée habituelle de la fête de la section, venir débattre autour d'un candidat communiste, d'une députée sortante et puis de la sénatrice voisine que chacun connaît bien. Alors, il n'est pas facile pour moi d'intervenir à ce moment
entre deux oratrices de talent. Je suis le seul homme aujourd'hui et je vous assure que le fardeau est difficile à porter pour moi. En tout cas, je vais essayer de m'atteler à la tâche. Alors, oui, je suis content et heureux et même, j'allais dire, fier d'être avec vous aujourd'hui pour porter les couleurs du Parti communiste derrière la candidature de ce jeune qu'on a choisi comme tête de liste, Yann Brossat, dont chacun aujourd'hui reconnaît les qualités à la tête de notre belle liste, puisque je crois que cette liste a le mérite de représenter toutes les couches de la population française. Ça va donc de l'ouvrière, comme je le disais tout à l'heure, d'artistes, en passant par les cadres, et aussi les paysans comme moi. Je crois que toutes les couches sociales sont très bien représentées. Alors, quand on m'a demandé d'être candidat, vous savez, j'ai déjà quelques petites casquettes. Celle de maire, c'est sans doute la plus belle. Celle de maire d'une petite commune rurale où on essaie de faire bouger les choses au service de nos concitoyens. Quand on m'a demandé d'être candidat, j'ai dit, il y a eu bien évidemment un moment d'hésitation, parce que, à force de charger le baudet, il ne faudrait pas qu'il finisse par vaciller. Mais on est solide, pour l'instant en tout cas. Accepter de relever ce challenge, et j'ai dit ce jour-là, oui, j'accepte d'y aller, parce que ma modeste expérience de syndicaliste paysan, mais aussi d'élu local, me permettra à la fois de défendre les paysans, dans toutes leurs dimensions, la politique agricole en tout cas, mais aussi la ruralité, cette belle ruralité qui est sans doute faite d'abord, qui repose autour de ce monde paysan, de cette belle mosaïque de nos territoires, qui est façonnée par les paysans, mais aussi les commerçants, les artisans, et ce magnifique service public qu'on avait su mettre en place après la libération. Je crois qu'aujourd'hui, malheureusement, si on observe bien ce qui se passe, Macron est en train de détruire tout ce qui avait été tricoté au fil des années, et on se doit de réagir. Et l'Europe possède quelques leviers qui peuvent nous permettre d'agir efficacement. Alors, le constat qu'on doit faire d'abord, vous savez, je le sais, en tant que parlementaire, la loi NOTRe a porté un terrible coup à l'organisation territoriale de notre pays. Il fallait devenir moderne, nous disait-on, il fallait faire des grandes mégapoles dans lesquelles on allait trouver tous les services. Alors, nous, on est rattachés à la région Nouvelle-Aquitaine, c'est Bordeaux. Il faut que Bordeaux récupère tout, il faut que tout se passe à Bordeaux, et notre ancienne capitale régionale, Limoges, se vide complètement de sa substance. C'est complètement regrettable, alors que pourtant, à Limoges, on avait le pôle céramique, qui était quelque chose d'assez exemplaire, même au niveau de notre planète. On a un savoir-faire en la matière que personne ne maîtrise comme on savait le faire en Limousin. Et voilà, aujourd'hui, on nous dit que s'il y a des investissements nouveaux à faire, il vaudrait mieux les faire bien un peu plus au sud, du côté de Bordeaux. On dit que demain, il faut supprimer à Limoges, il est même supprimé depuis quelque temps, le service cardiologie au CHU. On dit que les éminents spécialistes aujourd'hui pourront remettre le moteur en marche, ils sont tous à Bordeaux, alors qu'on faisait des transplantations cardiaques à Limoges qui étaient, ma foi, fort réussies, et c'était tant mieux. Voilà, c'est autant de questions qui doivent nous amener à réfléchir sur le devenir à la fois de ce métier d'agriculteur, à sa nécessité absolue de sa présence sur les territoires, mais aussi de tout ce qui gravite autour. Excusez-moi, je dois souvent boire. Du Beaujolais. Pour ce qui concerne la politique agricole commune, vous n'êtes pas sans savoir, sans doute, pour peu que vous regardiez un peu l'actualité de ce qui se passe dans nos campagnes, il y a une manne financière considérable qui est distribuée, 9,5 milliards par an, qui vont essentiellement dans les fermes de notre pays. Et vous devez savoir aussi que 80% de ces 9,5 milliards sont redistribués à 20% des agriculteurs.
c'est une véritable catastrophe. Il faut savoir que dans certaines fermes, on perçoit 100 000, 150 000, 200 000, 300 000, 500 000 euros et plus annuellement de rentes qui viennent directement du budget européen, et c'est complètement insoutenable, alors que dans le même temps, et vous en connaissez malheureusement, beaucoup d'agriculteurs sont dans une situation financière catastrophique. Voilà, dans mon rôle de syndicaliste, je me suis beaucoup battu pour essayer d'améliorer le sort de ces gens-là, au-delà du sort des personnes qui vivent directement du produit de la terre, c'est aussi l'ensemble de cette ruralité et service public. Pas d'agriculteurs, des communes qui se meurent. Comment demain imaginer un pays sans agriculteurs? D'un point de vue économique, d'un point de vue social, d'un point de vue environnemental, et même, j'allais dire, d'un point de vue culturel. Imaginons 5 minutes que demain, on n'ait plus d'agriculteurs sur ces territoires. Qu'est-ce qu'il en devienne de ces paysages? Qu'est-ce qu'il advienne de cette vie économique et sociale dont je parlais tout à l'heure? Donc, dans mon rôle de syndicaliste, je disais, je me suis attelé avec d'autres d'essayer d'influer sur la redistribution de ces aides européennes, en proposant par exemple à Stéphane Le Foll, le ministre de l'Agriculture, un paiement redistributif. C'est quoi un paiement redistributif? C'était plus d'équité dans la redistribution de ces aides européennes. C'était, voilà, on était réussi à se mettre d'accord avec Le Foll sur le fait que 30% des aides du premier pilier, alors ça veut dire 30% de 7 milliards à peu près, soient redistribués à tous les agriculteurs sur, sur la base des 50 premiers hectares. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, un agriculteur devrait percevoir, d'après les calculs qu'on avait faits, 10 000 euros par exploitation. Chaque agriculteur de ce pays aurait au moins 10 000 euros d'aide venus de ce fonds redistributif. Sauf que voilà, sous la pression du syndicat majoritaire, les 30% de redistribution qui nous